Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, aujourd'hui, Annabelle Blais et Philippe Langlois du Journal de Montréal, Journal de Québec, nous apprennent qu'il y a une quarantaine d'élus et d'employés du Parti libéral du Canada qui ont donné de l'argent, leur argent personnel, pour soutenir la course au leadership de Pablo Rodriguez, ce qui pose la question, est-ce que le PLQ est une succursale du PLC? Ben, je dirais plutôt que ça fait longtemps que idéologiquement, le PLQ est une antenne du PLC et que le fait que des gens aient donné à la campagne de Pablo Rodriguez, ça change pas grand-chose à ça. Dans les faits, c'est pas surprenant là, quand lui a fait sa carrière politique à Ottawa, ça fait près de 20 ans qu'il est là-bas. Le fait que des anciens collègues, des anciens adjoints, etc., décident de l'aider dans sa course à la direction, c'est un peu, ça va sous le sens, là, tu sais, de la même façon qu'il y a des gens du PLQ qui ont financé la campagne à la direction de Jean Charest. Moi, dans mon esprit, il n'est pas là l'enjeu. La réalité, c'est que c'est un peu comme la nomination de Pablo Rodriguez comme chef du PLQ et les appuis qu'il a reçus en termes de financement, dans mon esprit, sont davantage l'aboutissement, mais d'une transformation qui a commencé il y a très longtemps. Là. Moi, je viens de publier une chronique, moi j'appelle ça la colonisation du PLQ. Là. Puis ça date des lendemains du référendum, je pense. Là, il y a eu une telle panique là, de rouvrir le panier de crabes, de se retrouver dans une situation à se faire dire non par Ottawa que, puis avec l'arrivée de Jean Charest, qui était très canadien comme chef, là, mais ça a amené comme une mise en veilleuse du nationalisme au sein du PLQ. Pour M. Charest, sa grande victoire, c'était d'avoir réussi à ancrer le concept du fédéralisme asymétrique. Tu sais, genre, Ottawa signe des ententes avec toutes les provinces, puis le Québec, nous, on a droit d'avoir l'argent sans condition. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si on avait gagné d'Ottawa tout ce que le Québec avait à espérer. Et que le nationalisme sauce PLQ, c'est limité à dire il faut respecter les champs de compétences des provinces. Pour preuve, rappelle-toi quand Philippe Couillard a même osé évoquer l'idée de peut-être ouvrir la Constitution, fermer le clapet en 2 secondes, on n'en a plus jamais entendu parler, puis M. Couillard étant très, très, très multiculturaliste dans son approche, tout ça, ça a contribué, là, mais c'est sur une longue période, là, cette idée-là que le PLQ d'aujourd'hui n'est plus le PLQ de Robert Bourassa, n'est plus le PLQ tel qu'on l'a vu dans les années 80, 90. Et ça, donc, l'arrivée de Pablo Rodriguez, c'est pas de Troyes là, qui débarque au PLQ, au contraire, là, c'est plutôt la suite naturelle, je pense, d'une évolution dans ce parti-là qui n'a plus rien à voir avec celui qui était à une autre époque, là. Écoute, pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, Bourassa et Trudeau, là, c'était pas le grand amour entre les deux, là. Non, puis au contraire, ça faisait partie de l'ADN du PLQ d'être fondamentalement différent, indépendant, d'avoir rien à voir avec le Parti libéral fédéral, là, tu sais. Donc, c'était vraiment 2 partis complètement séparés. C'était important. Puis pour preuve, le Parti libéral du Québec était quand même un des grands acteurs, puis une des grandes forces du nationalisme, d'une forme d'autonomisme, du respect de la différence québécoise. Et ça, dans les faits, depuis les lendemains du référendum, cette logique-là s'est perdue, puis il y a quelque chose qui a été accéléré par ça, parce que plus le PLQ a perdu ça, plus il s'est éloigné de ce qu'on appelait sa base francophone dans les régions, et plus il s'est éloigné de sa base francophone dans les régions, plus les voix urbaines, très diversitaires, montréalaises, etc., ont pris le dessus sur le parti, ce qui a contribué à amplifier ce gouffre idéologique dans les faits entre le parti et ce qui fut jadis sa base. Mais ces voix-là se sont retrouvées finalement à la coalition Avenir Québec, là. C'est rendu l'aile fédéraliste de la coalition Avenir Québec. Donc, l'arrivée de Pablo Rodriguez, finalement, vient consacrer ce changement-là. Puis dans la mesure où il vient d'arriver, puis qu'il est arrivé avec sa gang, donc ses organisateurs, ses adjoints et ses conseillers, c'est ce
qui donne l'impression d'une prise de contrôle formelle, mais qui, dans les faits, en termes de façon de voir le Québec, façon de voir sa place dans le Canada, est entamée depuis déjà un bon certain temps. Le leadership de M. Rodriguez, pardon, il est affaibli, mais il n'est pas menacé. Oh, on a perdu Emmanuel. Nous allons la récupérer. Elle est quelque part dans l'espace. Upside down. Dans l'Upside down de Stranger Things. Dans les internets. Alors, c'est ça. Donc, on apprend aujourd'hui que le Parti québécois, Parti libéral du Québec, semble être une succursale du Parti libéral du Canada. Mais comme dit Emmanuel, c'est pas tout à fait nouveau, là. Cela dit, même entre le Bloc et le PQ, c'est pas aussi près quand le Parti libéral, puis le Parti libéral du Québec, puis le Parti libéral du Canada. Des fois, il y a des tensions entre le Bloc et le PQ qu'on ne sent pas vraiment entre les deux. Donc, écoute, le leadership de Pablo Rodriguez, Emmanuel, il est affaibli, mais il n'est pas menacé. Ben, pas encore. Je pense qu'il n'y a pas cette fronde-là totale qui est organisée. C'est plutôt une fronde larvée pour l'instant. Mais le problème, c'est qu'on va voir comment va se dérouler la semaine. Je pense pas que M. Rodriguez a le luxe d'avoir une autre semaine où il est forcé de se retrouver devant les caméras à répéter encore « je le sais pas, je le savais pas, puis je sais pas pourquoi ça m'arrive ». Là. Et ça, veut pas, c'est ce qui est dévastateur pour lui, puis qui vient... Il y a comme deux facteurs qui se rejoignent en même temps. On parlait de l'absence même pas de fibres, mais de flair nationaliste dans ce parti-là. Regarde les grands enjeux sur lesquels qui ont défrayé la manchette, si on veut, depuis le début de la session. C'est sur la loi 21, c'est bon, là, on y touche plus, mais dans le fond, moi, j'aimais pas ça, d'utiliser la clause dérogatoire de manière préventive, mais, tu sais, donc, je vais faire plaisir un peu à tout le monde. La Constitution, ça l'intéresse pas. Les immigrants spontanés pour voter non au référendum, c'est des vieilles affaires. C'est comme s'il y a aucune réflexion profonde qui est opérée au sein de sa proposition politique pour aller au-delà de dire la CAQ est usée, les gens veulent pas de référendum, puis finalement, ça va être suffisant pour nous faire gagner en mettant une coupe de propositions, sauce région, sensibilité région, puis ça va faire la job, tu sais. Écoute, on a un nouveau lieutenant là, du Parti libéral du Canada au Québec, c'est M. Lightbound. Oui, Joël Lightbound, qui est ministre des Travaux publics, de l'approvisionnement et de la transformation du gouvernement, qui est un ministre très respecté, bien aimé depuis sa prise du pouvoir par M. Carney. Je pense vraiment que c'est le choix naturel qui s'imposait. Être lieutenant du Québec, ça a comme deux fonctions. De un, c'est d'être le numéro 1-800, faut régler un problème. Tu sais, quand tu peux pas rejoindre le bureau du premier ministre, quand c'est compliqué, que t'as pas, tu sais, tout ce qui implique une sensibilité, une compréhension fine des rouages de la politique québécoise, ben, c'est toi qui dois servir de liant, tu sais, ou d'huile de coude, là, pour faire débloquer des dossiers. Je pense que M. Lightbound est un politicien très respecté, très minutieux, qui a un bon flair politique, puis en même temps, ça prend un bon communicateur parce que c'est lui dont c'est la job d'aller sur les plateaux télé, dans les radios, aller défendre les décisions du gouvernement, aller réparer les pots cassés, etc. Donc, c'était vraiment un choix naturel, je pense. Le choix qui surprend, par ailleurs, c'est le choix de Mark Miller. Pour remplacer Stephen Guilbeault comme ministre de l'identité canadienne et de la culture, ce qu'on appelait à l'époque le ministre du patrimoine. Il y a il y a une chose, une genre de quota là, qui s'explique. Tu sais, tu veux pas perdre un ministre pour la région de Montréal, il faut que tu ailles choisir dans ceux qui sont déjà là. Monsieur Miller était pas aimé de la classe politique québécoise, mais il était très respecté à Ottawa comme ministre pour justement être un ministre minutieux, efficace à ses affaires, qui règle des dossiers, etc. Cependant, il est certainement le ministre le plus canadien et et multiculturaliste, anti-identitaire nationaliste qu'on a eu dans ce poste-là
depuis Sheila Copps, là, tu sais, je pense qu'on peut dire, là. Et donc, ça risque de créer des flamèches. Ça envoie le signal qu'on est prêt à envoyer quelqu'un au front, là, pour aller se battre sur les enjeux culturels et identitaires, là, face de un à la CAQ, mais aussi potentiellement face à un Parti québécois qui est en montée dans les intentions de vote. Puis en même temps, l'autre élément, c'est que c'est quand même, il y a une coalition dans le gouvernement Carney en ce moment. L'aile centriste plus de droite emmène très, très large. Ça aurait été surprenant que M. Carney prenne le risque de remplacer un ministre de l'aile gauche, comme Stephen Guilbeault, par un ministre qui n'est pas issu de la même branche, et donc de nommer M. Miller permet justement de maintenir une voix de gauche au sein du Conseil des ministres. Ça va faire jaser. Merci beaucoup. À demain, Emmanuel. Salut. Très bien, au revoir.